Nous remarquons que les industriels ont tendance à confondre leurs problèmes avec leurs contraintes de capacité ou goulot quand ils appliquent la théorie des contraintes. C'est encore arrivé la semaine dernière en Espagne où l'usine avait mis en œuvre la théorie des contraintes, mais ils décrivaient dans leur stand-up meeting que tel problème était un goulot quand ce n'était qu'un problème. Il y avait eu sur un poste de non-goulot un problème de staffing qui faisait que cette ressource avait une file d'attente, était un peu en retard. C'était un problème à traiter, mais ce n'était pas la contrainte de capacité. La contrainte de capacité est définie comme la ressource qui, en moyenne, a le moins de capacité par rapport à ces autres ressources. Et un non-goulot, par définition, une ressource qui, en moyenne, a une excellente capacité, n'est-ce pas? Qu'il y ait des vagues de travail et des problèmes dans l'entreprise, c'est normal, et ils vont être absorbés par les tampons ou les buffers dans le système. Okay. Donc, les problèmes quotidiens qu'il y aura, qui vont être dans un endroit ou un autre, il faut bien sûr les résoudre, mais ce ne sont pas des goulots baladeurs. Et les gens ont tendance à imaginer que ce sont des goulots baladeurs, soit parce qu'un non-goulot par absentéisme a tout d'un coup 2 jours de travail devant lui, soit il faut rectifier ça. Mais ce n'est pas la contrainte de capacité du système. Okay. Et toujours avec cette erreur de raisonnement, on trouve aussi des entreprises qui confondent leurs problèmes chroniques avec la contrainte de capacité. Donc, dans un autre exemple d'un industriel leader mondial de la production de roulements à billes, ils avaient déclaré que la rectification des billes était leur contrainte de capacité. Et pourtant, un facile calcul rapide de la capacité de ces outils de rectification montrait qu'ils étaient amplement surcapacitaires. Pourquoi est-ce qu'ils s'étaient mis à décrire ça comme le goulot, la contrainte de leurs entreprises? C'est qu'en fin de compte, ils avaient un problème de capacité et de qualité, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient les bagues intérieures et extérieures du roulement, et ensuite, à l'assemblage final, ils inséraient les billes et vérifiaient si la friction, le roulement était correct ou pas. Et s'ils avaient des problèmes, ils devaient rectifier la bille en enlevant quelques microns des diamètres pour arriver à un roulement parfait. Ceci n'était pas prévu dans la gamme, n'est-ce pas? C'était un problème de qualité. Et donc, nécessairement, puisqu'on est à la fin du process, la livraison était prévue très prochainement. Et donc, il fallait qu'ils traitent ce problème de manière urgente. Et c'était un sujet permanent de discussion, des daily meetings, etc. etc. Donc, c'est dans cette usine, on en parlait tout le temps. Ok, c'était effectivement un problème à traiter, mais ce n'était pas la contrainte de capacité. Donc, rester simple par rapport à la notion de contrainte de capacité dans la théorie des contraintes, c'est la ressource qui, en moyenne, a moins de capacité que ses collègues dans le système. Un non-goulot a en moyenne une excellente capacité. C'est pour ça que c'est une erreur que de parler de choses comme des goulots baladeurs. C'est normal que les charges vont fluctuer à travers le système quand on regarde comme ça seconde par seconde ou heure par heure. Un non-goulot peut se retrouver avec 3 différents lots à produire et donc se constituer une petite file d'attente. Ça ne veut pas dire que c'est un goulot baladeur, c'est juste un non-goulot surchargé ponctuellement. Merci.